Donc, on passe maintenant à quelques exemples pour la MMSE. Donc, de calculer la performance des certains égaliseurs dans certains canaux. Donc, nous allons reprendre les mêmes canaux que nous avons examinés pour l'égaliseur zero forcing et nous allons voir la performance de chacun et voir les avantages et désavantages de chacun des égaliseurs. Donc, nous allons comparer la performance de ces deux solutions, ces deux égaliseurs linéaires, mais on peut aussi les comparer en fonction de leur complexité. Donc, les calculs qui sont nécessaires sont pas mal similaires. Dans les deux cas, nous avons l'inversion des matrices pour chercher les coefficients. Pour le MMSE, les matrices sont des matrices de corrélation. Dans le cas de ZF, le zero forcing, les matrices sont plutôt la réponse à impulsion. Mais dans les deux cas, les calculs sont similaires. Bien sûr, la structure de filtre est identique. Dans le cas de l'MMSE, on peut même quantifier l'erreur minimale. Donc, nous avons dit que nous allons minimiser l'erreur moyenne quadratique et les équations Wiener-Hoff, Wiener-Hoff. On peut chercher les performances. Donc, on commence avec, premièrement, c'est juste quoi la force de données de cette séquence. Et plus que les données sont corrélées avec le signal reçu, donc ça va être influencé par ça. Donc, la corrélation croisée est pondérée par nos coefficients optimaux, mais ça nous donne une expression analytique pour cette meilleure performance qui peut être atteinte. Donc, voici les réponses en fréquence pour nos trois canaux. Donc, le canal qui est bleu, qui est le plus bénin, parce qu'il est assez plat et descend juste un peu. La partie en rouge qui, quand même, descend très bas. Et en mauve, c'est parti avec une nulle en plein milieu de bande passante pour notre signal. Donc, notre signal passe à travers tout ce canal. Donc, nous allons chercher, comparer le BOR pour le Z-forcing et zero forcing et la MMSE. Donc, nous avons déjà vu la performance pour le ZF. Ça performe très bien pour le canal qui n'est pas trop difficile, mais pour les canaux qui ont une nulle ou qui descendent très bas, la performance n'est pas si bonne que ça. Donc, en comparaison avec l'approche MMSE, nous allons améliorer la performance. Donc, le problème ici, en forçant que l'interférence soit 0, nous allons finalement augmenter le bruit, surtout dans la partie dans la réponse fréquence est très faible. Donc, à cause de cette augmentation de bruit additif gaussien, c'est pour ça que la performance, même si l'interférence est à 0, la performance n'est pas très bonne. Ici, avec l'approche MMSE, on tient compte des deux contributions, l'additif gaussien et aussi l'interférence intersymbole. Et on cherche simplement à minimiser l'effet des deux simultanément et pour ça, nous avons une meilleure performance. Donc, on a plusieurs options pour un égaliseur. La première option, bien sûr, c'est la longueur de filtre. Plus que le filtre est long, plus que l'égalisation va être efficace parce que nous allons prendre plus des corrélations en compte. L'autre option, c'est pour le temps entre les échantillons, notre temps delta. Typiquement, nous allons prendre le delta qui est égal à le temps d'un symbole. Ça, c'est un bon compromis entre les coûts de calcul et le rendement. Donc, la performance, l'amélioration de performance. C'est possible d'avoir une delta qui est une fraction de temps d'un symbole. Et nous allons avoir une meilleure performance. Mais le problème est une complexité plus élevée. Premièrement, pour le même intervalle de temps, donc supposons que notre filtre couvre une certaine n, le poids est donc 2n delta et le temps qui est couvert.
Donc, nous avons une vision sur ce qui se passe sur le système pendant 2n fois delta. Ça, c'est la période du temps de couverture, temps d'observation pour notre filtre. Quand nous passons à si on utilise le même n, à ce moment-là, si delta, je le réduis par 2, à ce moment-là, je vais couvrir la moitié du temps si j'utilise toujours le même nombre d'étapes. Donc, suppose ici que j'utilise delta égale à t, le temps d'un symbole. Et ici, j'utilise une delta qui est plutôt le temps d'un symbole divisé par 2. Je pense que c'est plus clair. Si je fixe le nombre d'étapes dans le filtre, je vais couvrir moins de temps. Si les corrélations sont importantes, si la réponse impulsionnelle de canal, il y a beaucoup d'énergie plus loin, je ne vais pas le voir, l'égaliseur ne va pas performer aussi bien. Donc, si je veux voir la même période d'observation, il faut que le nombre d'étapes soit plus élevé. Donc, il faut aller à 2 fois n, par exemple. Donc, c'est clair que j'aurai plus de calculs à faire. Mais c'est pire que ça. Les calculs qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille un système électronique qui marche 2 fois plus rapidement. Donc, le taux de consommation d'énergie va être plus élevé parce que je roule plus rapidement, ça coûte plus cher. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cet compromis calcul rendement dans l'énergie, la consommation d'énergie et aussi la performance. Mais bien sûr, si nous avons besoin d'une meilleure performance et on est prêt à payer avec un coût plus élevé, à ce moment-là, de l'avoir ce qu'on appelle un fractionally spaced equalizer, on peut avoir une bonne performance. Encore une fois, c'est un peu relié à cette idée de la réponse des réflexions. Et quand les réflexions dans la réponse impulsionnelle du canal, quand les délais de réflexion sont plus petits que le temps d'un symbole, à ce moment-là, j'ai besoin de faire un échantillonnage plus rapide ou de faire des correctifs plus rapides pour corriger pour ces délais qui sont plus petits que le temps d'un symbole. Donc, pour être plus exact, je veux juste dire que ça, c'est relié à la réponse impulsionnelle du canal. Donc, si j'imagine que c'est une réponse impulsionnelle, la majorité d'énergie est ici avec délai relatif 0, mais il y a des réflexions. Et ce sont ces réflexions qui causent l'interférence intersymboles. Ces réflexions, si l'échelle du temps, que le temps d'un symbole est ici, et la première réflexion est plus longue que le temps d'un symbole, à ce moment-là, une delta égale à t, ça va être suffisant. Mais si à la place, j'ai une réflexion importante qui arrive avant le temps d'un symbole, mais je vais avoir la misère de corriger ces réflexions sans avoir une égalisation avec une fractionally spaced equalizer. Donc, à ce moment-là, peut-être sera nécessaire pour atteindre la performance de payer un peu plus cher. On peut tourner vers un autre exemple. Nous avons vu les exemples des 3 canaux et on a trouvé la performance en utilisant une approche numérique pour voir la performance de ces égaliseurs. Mais on peut utiliser un canal avec une structure très très simple pour laquelle on peut faire chercher la performance analytique. Par exemple, supposons que nous avons un canal multitrajet et ce canal a la ligne directe, une impulsion idéale, serait idéal de ne pas avoir rien d'autre, juste cette impulsion à temps 0. Mais il y a une petite réflexion autour de bêta plus petit que 1, ici c'est niveau 1, et c'est à l'intervalle d'un symbole. Donc, ici, je connais exactement le canal. Donc, à partir de cette connaissance de canal, je peux chercher analytiquement la corrélation croisée, l'autocorrélation, parce que je connais tous les détails du canal. Donc, à partir de ça, je peux chercher les coefficients. Donc, voici les coefficients pour le filtre MMSE. J'ai
Par exemple, ici sera 2 bêta fois le rapport signal à bruit, donc les coefficients optimaux varient avec la force du canal. Pour bêta égale à 1,5, donc une réflexion assez forte, et une UB sur N0 assez faible, on voit ici une solution qui a été trouvée numériquement. Donc ici c'est théorique, ici était la solution numérique que nous avons trouvée. Donc c'est quand même pas trop loin de nos prévisions. Donc, nous allons voir ici la performance de cette signal. Donc, nous avons ici versus UB sur N0, la probabilité d'erreur. S'il n'y avait pas de ISI, donc juste pour référence, pas pour le canal spécifique, mais si on avait un canal avec aucune deuxième réflexion, mais juste un canal passe-tout, on aurait cette courbe qui est la courbe pour le BPSK. Donc, nous avons le bêta égale 1,5. Donc, si j'utilise cette réflexion, bêta égale 1,5, voici la performance avec aucun égaliseur. Et si nous utilisons l'égaliseur, nous allons plutôt cette amélioration. Donc, ici, c'est un exemple où on peut chercher les valeurs exactes et analytiques. Donc, le MMSE, cet égaliseur, il y a une structure facile. C'est une structure d'un filtre transversal. Les calculs à faire pour cette filtre, pour chercher les coefficients, c'est un calcul des matrices de corrélation. Donc, il faut que je fasse une estimée des matrices de corrélation, autocorrélation, corrélation croisée. C'est une solution qui existe pour tous les canaux. Donc, on sait que le zero forcing, ça n'arrive pas si j'ai un canal qui a une nulle, mais pour chercher la solution zero forcing, je dois avoir quelque chose comme ça. Ça va à l'infini ici. Et ça, c'est pas possible parce qu'ici, ça tombe à 0. Donc, des fois, pour le zero forcing, l'égaliseur n'existe pas. Mais ce n'est pas le cas pour le MMSE. Ça existe toujours. Je vais juste chercher les coefficients qui font le meilleur que peut. Donc, pour les canaux qui sont difficiles, c'est certain que le MMSE aura une meilleure performance que le zero forcing. Donc, je vais parler maintenant de à quel point est-ce que les deux solutions vont donner la même solution. Mais si la contribution de le bruit additif gaussien est très faible, mais si le bruit est très faible, c'est l'équivalent de dire que le bruit, le SNR est très élevé. Donc, le signal est beaucoup plus fort que le bruit. Mais si le signal est beaucoup plus fort que le bruit, mais l'interférence intersymbole va être plus la contribution à le mauvais fonctionnement de la communication que le bruit additif gaussien, parce qu'il est petit. Mais le signal est fort, donc la réflexion va être forte. Donc, à ce moment-là, si j'essaie de chercher les coefficients qui forcent le signal de ressemble, la sortie d'égaliseur de ressemble plus les données envoyées, mais finalement, elle ne va pas corriger le bruit additif gaussien parce qu'il y en a très peu. Elle va corriger l'interférence intersymbole. À ce moment-là, elle fait le même boulot que le zero forcing. Le zero forcing, elle force les contributions à ISI à 0. Donc, pour le SNR élevé, quand le bruit additif gaussien, c'est tout à fait négligeable, à ce moment-là, les deux vont donner des coefficients qui sont identiques. Parce que le MMSE va minimiser la différence. La seule différence, ce n'est pas à cause des bruits additifs gaussiens, c'est à cause de l'interférence intersymbole. Donc, les deux font la même chose. Ils vont forcer que cette différence soit petite. Donc, dans le régime où le SNR est élevé, si j'utilise une approche ou l'autre, ça va donner le même résultat. Finalement, je vais mentionner que bien sûr, quand je utilise le MMSE, je vais corriger, je vais minimiser cette erreur quadratique moyenne, mais je ne vais jamais atteindre exactement la courbe théorique. Il y aura toujours une certaine perte par rapport à ça parce que il n'y a pas de miracle. Okay? On va compenser pour un canal. Voici, c'est une
un canal qui annule, donc l'information sur le signal elle va disparaître parce que le canal va le couper. Donc, les parties du signal qui est carrément perdue, donc c'est certain que l'erreur moyenne quadratique, il y aura des erreurs parce que les données étaient coupées. Donc, il y a toujours une perte par rapport au signal à bruit, le rapport signal à bruit. Donc, pour retourner en notre taxonomie, pour se situer un peu, c'est ce qu'on a discuté, on a toujours la section des égaliseurs linéaires avec une structure d'une file transversale et nous avons discuté les deux solutions, le zero forcing et le MMSE. Deux choses différentes, deux stratégies différentes d'optimisation. Zero forcing, forcer l'interférence intersymbole à zéro. MMSE, de plutôt juste forcer que la sortie du filtre ressemble le plus possible les données envoyées.